Moi, j'ai découvert super tard que toi, t'étais grande. Bah, ça se voit pas sur les réseaux. Ouais, mais à un moment, t'en as parlé dans une vidéo où tu parlais du fait de t'habiller ou quoi que ce soit, et tu disais que t'étais grande, et j'étais là, genre, putain, c'est vrai que sur les réseaux, on ne voit jamais. Non, et puis on voit rarement des vidéos, des photos où je suis à côté de d'autres personnes, genre dans la rue, forcément parce que je suis pas non plus comme ça, les gens sont dans la rue. Et c'est à ce moment-là où on se rend compte que je suis très grande. Et non, bah sur mes vidéos, je suis toute seule, donc forcément. Bienvenue dans Petite Ruche, qui est du coup un podcast où j'invite des artistes talentueuses pour parler de nos métiers du milieu créatif. Et aujourd'hui, j'accueille Enjambée. Hello, merci beaucoup de m'accueillir. Avec grand plaisir. Franchement, je crois que t'es l'une des premières illustratrices que j'ai suivies sur les réseaux. Enfin, je crois que quand on tape illustratrice sur l'Insta, t'es l'une des premières qui sort. Je pense, ouais. Est-ce que tu veux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas? Bah oui. Alors moi je m'appelle Aurore, je suis graphiste de base et illustratrice depuis à peu près 2020. À côté de ça, je fais de la création de contenu depuis à peu près 2020-2021 aussi. J'ai lancé pas mal de projets sur ces dernières années parce que je suis en freelance entrepreneur du coup depuis la fin de mes études, vraiment directement après mon diplôme qui était en 2017. Okay. Et du coup j'ai eu le temps de faire pas mal de trucs depuis ce temps-là, mais il y a toujours ce fil conducteur que je suis créatrice, donc illustratrice, mais du coup je fais de la photo, de la vidéo, du montage, enfin il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Quand les gens me connaissent pas, je dis que généralement j'ai un boulot qui est plutôt chouette et où je m'amuse quand même bien. Franchement je suis contente de mon boulot parce que c'est très varié et effectivement comme tu dis il y a Instagram qui prend beaucoup de place, il y a YouTube aussi, mais après il y a tout ce qu'il y a dans la vraie vie avec parce que j'ai des missions avec des clients qui m'ont trouvé via d'autres biais. J'ai des collaborations avec des marques autour de l'illustration, mais aussi de l'art, aussi des voyages. Donc, il y a beaucoup de choses différentes. Moi, j'ai pas l'impression que j'ai une vraie ligne conductrice. Tu sais, les gens qui sont salariés et qui font une carrière où ils ont un poste avec, sur la fiche de poste, il faut que je fasse ça dans la semaine. Ouais. Moi, j'ai l'impression que tous les 6 mois, ça change complètement. Et du coup, j'ai un peu du mal à tenir le rythme. Il y a des moments où j'ai des coups de pression en mode, mais en fait, en 7 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Je suis partie dans tous les sens, j'ai rien construit. Et en vrai, après, je me dis, non, pose-toi et tu fais l'édition de tout ce que tu as fait. Et en vrai, j'ai fait grave des trucs. Et, effectivement, ça part dans tous les sens, mais c'est pas grave. C'est ce qui est beau aussi dans nos métiers. Et du coup, comment ça se fait que tu as passé de graphisme à illustratrice, du coup? Alors, le graphisme, je l'avais choisi pour mes études parce qu'à l'époque, je pensais que les études d'illustration, ça n'existait pas. Okay. Et je me suis dit, le graphisme, en vrai, ça m'intéresse aussi, de pouvoir faire des identités visuelles, de pouvoir répondre à des offres autour de la com, tout ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et du coup, j'ai tenté une école que j'ai eue, qui est une école publique, qui s'appelle l'EPSA. Ouais. Et j'adorais... Enfin, je voulais vraiment cette école parce qu'il y avait de l'illustration pendant tout le cursus, ce qui est rare dans les écoles de graphisme. Peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais généralement, il y avait quelques cours d'illu en début de parcours d'études, mais à la fin, c'était graphisme pur et plus d'illustration. Et cette école-là, elle proposait. Okay. Donc, trop cool, je l'ai lu, j'ai fait mes études là, et du coup, j'ai fait de l'illustration, même du modèle vivant, des choses comme ça, jusqu'au diplôme. Attends, ça c'est trop cool. Souvent, c'est que la première ou la deuxième année. C'est ça. Donc, c'était trop chouette. Et il y avait beaucoup de personnes dans ma classe en plus qui sont devenues illustrateurs depuis et qui, du coup, étaient déjà à fond illustration à cette époque-là. Alors que moi, j'étais partie pour être juste c'est déjà pas mal, directrice artistique. Et du coup, c'était plutôt où j'explorais plein de choses. Et dans ma tête, en sortant de l'école, j'allais chercher un job dans une agence et puis bosser en tant que graphiste. J'ai fait 2 stages où j'ai fait ça. J'étais en packaging, rien à voir. Je détourais des pâtes et des graineries en stage. Bon, franchement, ça me plaisait. Je me disais, il y a du potentiel dans le packaging en mêlant l'illustration, le graphisme. Mais bon, je suis pas partie là-dedans. Du coup, en sortant d'école, j'ai commencé le freelance et en tant que graphiste, quoi. En tant qu'exé, plus que directrice artistique. Vraiment, c'était de l'exécutant à 100% où on me disait est-ce que vous pouvez me mettre ça en page? Et moi, j'étais oui, d'accord. Et du coup, je faisais ça avec Malte à l'époque qui commençait. Et du coup, j'avais pas mal de petites missions, vraiment de trucs de mise en page. C'était créatif
0,5%. Sur des contrats comme ça aussi. Après, c'est bien pour commencer à se faire nos armes, tu vois, mais j'avais pas envie de faire ça pendant 10 ans non plus, quoi. Ok, vraiment. Pareil, moi, quand j'ai fait mon alternance, aussi dans le packaging, dans la food vegan, donc c'était beaucoup des flyers, c'était beaucoup découper des PNG de granola ou des trucs comme ça, et après, du coup, les mettre sur des PLV, les mettre sur des packs, les mettre sur des machins et tout. Et au départ, c'est super sympa. En plus, moi, je travaillais pour une boîte du coup, qui était ultra colorée, mais en fait, moi, j'étais genre... Là, c'est toujours les mêmes granolas, c'est toujours le même logo, c'est toujours le même machin, avec juste le format qui change et l'illustration s'est décollée. Voilà, c'est de l'exé à 100%. Alors après, c'est cool, je trouve, effectivement, pour faire nos armes. Alors, c'est sûr qu'après ça, Illustrator, j'étais très bonne. C'est bon, j'ai maîtrisé Illustrator, InDesign, Photoshop, c'était bon. Mais en fait, ce qui m'a fait un peu switcher, j'ai toujours fait l'illustration. Je pense que quand tu deviens illustrateur, illustratrice, c'est que tu dessines depuis petit. Toujours ça, pas forcément. J'ai parlé avec des personnes où justement, elles l'ont découvert tard, au moment où justement, et même, je suis prof en bachelor et master de personnes du coup qui font du design. Et j'en ai qui ont 27, 28 ans, qui sont en première année, qui ont juste fait un burn-out de leur travail d'avant, et qui se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient un peu mis des œillères par rapport à leur voie créative, et que ça s'est révélé genre des années après, quoi. Trop bien. Donc ça arrive. Ok, hyper intéressant, tu vois, je savais pas forcément. Et du coup, tu dessines depuis toute petite. Oui, voilà, j'ai toujours dessiné, griffonné sur les coins de cahiers, vraiment des carnets. Photoshop, j'ai commencé à 15 ans, ouais, c'est toujours un truc qui me plaisait. Et en fait, en faisant des missions de graphisme, j'ai des clients qui se sont rendus compte que je savais bien maîtriser Illustrator et je savais bien faire reproduire ou faire des illustrations, surtout du coup de manière vectorielle, de tout et n'importe quoi. Donc j'ai commencé à mettre un peu ça sur mon portfolio. Et au début, c'était très simple, dans le sens où on me disait, est-ce que tu peux me faire 5 personnages pour cette identité visuelle sur Illustrator, dans ce style-là? Ah oui, ouais. Du coup, j'ai commencé comme ça. Ouais. Donc, j'ai fait plein de styles différents. J'ai fait du pixel art, vraiment des trucs en une espèce de fausse 3D sur Illustrator, vraiment du tout et n'importe quoi pour plusieurs clients. Ce qui, du coup, et surtout, l'illustration, à ce moment-là, c'était très à la mode, je sais pas si ça l'est encore, de faire des pas des films, mais des mini-vidéos de 2 minutes avec que des illustrations vectorielles pour faire de la promo d'une mutuelle, d'un truc. Vraiment les trucs qui passent en boucle même sur YouTube, tout ça, tout illustré, et du coup, fallait juste le fond, les personnages, les typos, tout en vectoriel pour qu'après... Un animateur, exactement, qui fasse l'animation, et puis après, hop, le client avait sa mini-pub illustrée de 2 minutes, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai été en binôme avec un autre freelance animateur qui, lui, allait récolter les contrats, faisait la partie animation, et il avait besoin juste de quelqu'un qui fasse les illustrations, et du coup, j'ai pas mal bossé avec lui. Voilà. Donc, j'ai fait bien 2 ans où je faisais beaucoup de missions comme ça. Donc, pareil, beaucoup d'illustrations, beaucoup de styles différents. Et c'est le moment, 2018-2019, où je commençais à être beaucoup plus sur les réseaux sociaux, parce que je regardais ce qui se passait. Et je me rendais bien compte qu'il y avait des gens qui arrivaient à faire leur propre univers en illustration et à vendre que ça. Et j'étais en mode, mais moi, les clients n'ont jamais demandé de me faire un style à moi ou quoi que ce soit. Après, c'est parce que je mettais mon portfolio, donc normal, mais j'étais un peu en mode, mais attends, il y a des gens, ils arrivent à se construire leur univers et après, les gens, ils leur demandent ça en mission. J'étais, mais c'est trop bien. J'ai eu mon premier iPad à ce moment-là. Moi, je me suis dit, chaud, j'essaye de développer mon propre style d'illustration et vraiment de m'entraîner parce que j'étais pas du tout à la hauteur, en tout cas sur Photoshop, vraiment illustration pixel comme je peux faire aujourd'hui. J'étais que en vectoriel où je prenais des images de référence qu'après je modifiais les couleurs pour faire un univers, mais c'était pas du tout mon style à moi. Je m'adaptais aux clients. Et du coup, je me suis dit, faut que je dessine. Je vais essayer de dessiner hyper régulièrement et de développer mon truc et je le poste sur Insta et on verra bien, quoi. Et du coup, plutôt sur l'iPad, plutôt Procreate ou Illustrator? Procreate. Procreate, ouais. Parce que Procreate, du coup, c'est du pixel, c'est pas du vectoriel. Okay. C'est pour ça que le vectoriel, c'est bon, je maîtrisais et je voulais me mettre un peu au pixel. Et puis bon, c'était vraiment le début de Procreate avec les iPads, les bien gros qu'on avait au début avec les vieux stylos là, et qu'il fallait pencher en dessous et du coup ça dépassait. Mais ça m'a bien servi et du coup ça m'a appris à dessiner de façon numérique comme ça. Et ça m'a surtout permis de pratiquer à fond tout le temps parce que j'avais tout le temps mon iPad avec moi et je me suis dit peut-être qu'au bout d'un moment, si je
je le mets sur mon portfolio, je glisse quelques images à moi, peut-être qu'on va finir par me demander ça et on verra bien. Mais entre-temps, oui, je dessinais, je postais sur Insta, quoi, surtout. Mais bon, au début, sur l'Insta, surtout à cette époque-là, tu postes des images et tu mets 0 description, t'as pas de photo, t'as rien. Bon, bah, ton Insta, il a 10 personnes, dont 8 de ta famille. Ouais, mais c'est pas grave, on commence tous comme ça, quoi. Et du coup, la création de contenu, c'est venu comment? Genre, t'avais la volonté de vraiment faire en sorte que ça devienne un business ou juste t'as des abonnés qui sont venus petit à petit et tu t'es dit je peux en faire quelque chose? Alors, moi je fais partie de la génération 2020 qui, du coup, pendant le confinement, ne savait pas quoi faire et qui s'est mis à poster comme pas possible. Comme si leur vie en dépendait. Non, en vrai, c'est juste que ça m'amusait de ouf. Et c'était exactement pendant ce moment-là où je me suis mise beaucoup plus sur mon iPad. Et arrivé le confinement, j'avais plus de temps, donc je me suis dit, vas-y, je dessine tous les soirs et tous les soirs, je poste un truc sur Insta. Donc, comme tout le monde était sur son téléphone, je me suis mise à faire plein de stories, je sais pas, je l'aimais bien, je montrais aux gens ce que j'allais dessiner, des inspi, et on se repartageait tous dans tous les sens à ce moment-là aussi. Et du coup, j'ai commencé 2020, j'avais quand même 2000 abonnés sur Instagram à ce moment-là, parce que j'avais posté déjà à peu près tout 2019, plein de trucs différents, mes illustrations, mais de manière éparse. Et arrivé le confinement, je me suis mise à publier tous les jours. Et il y a plein de gens qui m'ont repartagé aussi dans tous les sens. Et du coup, j'ai fini 2020 avec 30 000 abonnés. Donc ça m'a apporté pas mal forcément d'opportunités. Dont la première que j'ai eue en création de contenu sans la chercher ni rien, c'était Adobe à ce moment-là, sur leur chaîne YouTube qui faisait beaucoup d'interviews d'artistes. Et du coup, ils m'avaient proposé juste l'interview, comme ils font avec beaucoup de monde. Enfin, ils le font plus aujourd'hui, ils ont arrêté cette chaîne YouTube, mais à l'époque, ils le faisaient et ils faisaient des interviews tous les jours d'un artiste différent et dans plein de domaines. Et du coup, ils m'ont proposé de passer là-dedans et j'ai bien accroché avec Pauline qui m'a interviewée. Et du coup, elle a parlé de mon profil à celle qui s'occupait d'Adobe Europe. Et elles m'ont proposé, elles deux, de faire aussi une émission sur cette chaîne Adobe, sur l'illustration. Et ils m'ont dit, ce serait bien que tu fasses un live par semaine où tu dessines et tu discutes avec les gens, puisque tu parles bien à la caméra et que tu as la conversation facile. Donc, ça peut être cool. Et comme ça, tu mets notre application de dessin en avant, Fresco, qui est le concurrent de Procreate. Tu dessines sur Fresco, tu discutes, et si tu veux, tu peux prendre une autre illustratrice avec toi, et comme ça, faites un live par semaine pendant les 6 prochains mois. D'accord. Ah, c'était rémunéré, donc je dis ouais, bien sûr les gars, aucun problème. Et du coup, j'ai pris avec moi Laura Lhuillier, qui est une illustratrice qui est à Lyon, trop forte aussi, et qui à l'époque avait un Instagram qui était beaucoup plus gros que le mien, et du coup, je pense que ça a aussi aidé. Dans le sens où forcément ses abonnés, les gens qui l'aimaient bien, sont venus sur le YouTube, m'ont découvert en même temps. Nous on s'est repartagé l'une l'autre. Chaque fois qu'on faisait un live, on mettait à la fin nos illustrations sur Insta en story pour pouvoir faire la promotion de cette émission. Donc trop cool quoi. Et du coup ça m'a un peu mis dans le bain. Et je me suis rendu compte que en mettant ma tête sur YouTube, comme ça, j'avais déjà ma chaîne YouTube qui était toute petite, mais même en live, en parlant avec les gens, en ouvrant un peu plus, j'avais des opportunités aussi de boulot derrière. Parce que effectivement sur les lives il y a des gens qui regardent et dans les gens qui regardent t'as des noms que tu connais pas mais cette personne là elle bosse dans cette boîte, puis celle-là elle bosse dans ce magazine et puis du coup ça m'a apporté 2-3 petits projets et après ça a commencé comme ça et ça m'a permis de découvrir qu'en fait ça peut être le fait de parler sur les réseaux, truc que j'aime bien ça pouvait m'apporter des missions derrière en freelance plus intéressante que ce que je pouvais avoir sur mon live d'à côté où les gens ils regardent ton portfolio au point final où c'est plus de l'exé et là on venait me chercher parce qu'on voyait dessiner et du coup on voyait mon style et j'étais en mode mais en fait les deux se combinent hyper bien et ça me plaît de ouf et du coup à me creuser ça quoi. Et à quel moment du coup c'est devenu, tu t'es mise à donner des conseils du coup plutôt à faire plus des formations, des choses pour les personnes qui se lancent? Après ce moment-là, je pense, parce qu'effectivement, il y a eu, avec cette émission, les gens ils venaient et ils nous demandaient à nous deux, avec Laura, des conseils d'illustration pendant le live. Donc ça, on commençait à donner des petits conseils à droite, à gauche, mais surtout sur l'application qu'on utilisait forcément.
Et à côté, moi, j'avais ma chaîne YouTube où je faisais des vlogs, des studio vlogs comme ça, mais c'était une toute petite chaîne à ce moment-là. Ouais. Et il y avait des sujets hyper intéressants qu'on traitait pendant les lives ou qu'on posait sur Instagram et dont moi, je connaissais pas les réponses. Donc, j'allais me renseigner, j'allais regarder à droite, à gauche. C'est un moment aussi où je me suis mise à fond dans tout ce qui était freelancing. Bon, déjà depuis 2019, et il y avait plein de podcasts sur les freelances, le freelancing, comment réussir à en vivre, comment bien réussir à tout combiner. Et j'aimais trop écouter tous ces contenus-là, et je me rendais bien compte que c'était très dédié. La sphère freelance, c'est énorme, et il y a tellement de métiers différents dedans, que quand tu es créatif, ça n'a rien à voir avec un développeur, avec un commercial. Et moi, j'aimais tellement cet univers autour du freelancing que du coup, j'habitais à Paris à ce moment-là, j'allais faire plein d'afterwork, plein de petites conférences, des choses comme ça. Et souvent, j'étais la seule créa. Ouais. Et du coup, les gens, ils me disaient, mais toi, comment ça fonctionne? Ça marche bien et tout. J'étais là, on fait aller, j'essaye en tout cas. Et je me rendais bien compte que c'était différent et même des fois plus compliqué que dans d'autres sphères de métiers qui peuvent se faire en freelance. Et quand moi je cherchais des informations ou comment l'adapter à mon métier d'illustratrice ou même de graphiste sur internet, il n'y en avait pas. Ouais. Donc, au fur et à mesure, moi j'ai réussi un peu à vulgariser dans ma tête pour moi comment est-ce que ça s'adapte à mon métier. Et je me suis dit, autant. J'en fais une vidéo YouTube sur un sujet, puis sur un autre, et on verra bien. Et si ça peut aider quelques personnes, mes recherches peuvent aider quelques personnes, ce serait cool, tu vois. Du coup, je me suis mise à faire des vidéos comme ça. Puis c'est des vidéos qui sont pas trop compliquées à faire, dans le sens où, effectivement, t'écris ton script, toutes tes recherches, tu fais comme on faisait à l'école, tu fais intro, partie 1, partie 2, partie 3, tu déblatères toi à la caméra, puis tu fais ton montage, c'est hyper facile à faire, et il n'y avait rien de fancy dans ces vidéos-là. Et tu le mets sur internet et tu livres verra. Et c'est des vidéos, il y en a qui sont encore hyper bien aujourd'hui parce que c'est des sujets qui sont pas beaucoup, en tout cas pas encore beaucoup, je trouve, pas assez abordés sur internet. Et ça a commencé comme ça. Et du coup, les gens, ils ont commencé à me prendre en référence comme la fille qui va donner des conseils, des informations aux illustrateurs, aux créatifs. Et du coup, j'ai eu pas mal d'opportunités grâce à ça. Et je me suis mise à fond dans cet univers éducatif, du coup, de l'éducation, c'est de l'infoprenariat. Et jusqu'au moment où, effectivement, c'était la mode, c'est toujours, on va dire, mais c'était vraiment le début, avec la grosse montée de la mode, les cours en ligne, les formations en ligne, tout ça. C'était beaucoup Skillshare aussi à ce moment-là. Et Skillshare, j'avais regardé pour me mettre potentiellement dessus, faire des mini-vidéos d'informations éducatives sur Skillshare, et comme ça tout le monde peut en profiter, mais quand tu parles français, c'est porté par la plateforme. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je fais le même format que j'aurais fait pour Skillshare, mais sur ma plateforme, sur mon site, quoi. Sur mon YouTube et sur mon site à moi, et puis je le fais payer pas trop cher, et puis on verra bien, quoi. Et ça a marché de ouf. Et j'étais en mode, écoute, si les gens ils sont prêts à payer pour avoir plus d'informations et pour pouvoir avoir quelque chose qui soit mieux cadré qu'une vidéo YouTube, où on peut aller beaucoup plus loin, on peut discuter, puis on peut parler chiffres en plus, parce qu'on est en privé derrière, ça peut être intéressant. Et du coup, j'ai exploré un petit peu j'ai exploré, pendant bien 2 ans, j'ai développé plus qu'explorer ce côté-là. Mais l'infoprenariat, c'est un milieu. Et c'est surtout un peu à temps plein. Et à la fin, je faisais plus d'illustration en fait. J'étais prof. Et sauf que c'est hyper prenant parce que tu m'as dit que du coup, tu étais aussi professeur. Mais voilà, tu as des horaires. Tu vas, tu as des élèves qui sont là à ce moment-là et tu es là pour eux complètement. Que quand tu fais sur internet, c'est tout le temps. Forcément, il faut répondre aux questions des gens. Donc tu es dispo tout le temps, toute la semaine, tu essaies d'organiser le maximum de choses possibles pour faire vivre la communauté. Et en fait, c'est hyper prenant. Donc j'ai adoré l'expérience, mais j'ai fini par dire. Après, je suis allée à une conférence sur l'infoprenariat en 2023, début 2024, je sais plus.
Et en fait, d'être à fond dans cet univers-là, entouré que de personnes qui font ça, j'ai fait la conférence, je suis sortie, je crois que j'ai fait le tour et que j'ai plus envie. J'ai envie de faire de l'illustration, en fait, moi. Ouais, je comprends. Là, il y a un événement en ce moment, je sais pas si t'as vu, qui s'appelle Go Entrepreneur, qui est du coup à Paris Arena. Du coup, t'as plein de conférences, t'as plein de choses qui se passent, t'as Teddy Riner qui fait une conférence là-bas, etc. Et du coup, t'as ton badge où tu peux mettre ce que t'es. Donc, si t'es freelance, si t'es PDG, si t'es machin et tout, et c'est que des entrepreneurs. Et au départ, j'ai fait vraiment tous les papiers pour pouvoir participer au truc. Et en fait, quand j'ai vu les catégories, j'ai vu les gens et tout, j'étais là genre... En fait, ce qui m'intéresse dans l'entrepreneuriat, c'est le fait de faire de l'illustration, en fait. Ouais. Là, être entourée d'entrepreneurs qui pensent chiffre, business, machin, moyen, là déjà, je suis à fond sur le montage du podcast, écrire les cours, gérer du coup les allers-retours, etc. Là, dans pas longtemps, je vais à Bordeaux pour interviewer d'autres filles. Et en fait, si j'ai tout ça qui se rajoute par-dessus l'illustration, et qu'en plus, je fais des trucs par rapport à l'entrepreneuriat, l'illustration, en fait, elle disparaît. Ouais, c'est ça, faut prioriser aussi, mais après, c'est des choses qui sont hyper importantes. Je trouve que c'est du B à bas aussi, c'est de pouvoir engermer une entreprise. Donc de connaître tout ça, c'est trop bien. Mais effectivement, si tu veux passer à l'étape au-dessus et d'être à fond dans ce milieu-là, en fait, tu laisses un peu le côté création de côté pour être plutôt du côté développement, entrepreneuriat, enfin vraiment le côté business. Et je pense que le plus dur, c'est vraiment de trouver la balance entre les deux pour faire vivre ton entreprise, mais aussi développer ta créativité, développer ton univers, parce que c'est ça qui va ramener des clients, tout simplement. Ouais. Et là, moi, j'étais vraiment devenue la prof. Et même sur les réseaux sociaux, je faisais que ça. Et forcément, pour vendre ton produit, tu es obligé d'en parler. Et du coup, je faisais que du contenu autour de ça. Et c'était au moment où j'étais en tour du monde en plus. Du coup, je passais un temps. Alors, un an avec le recul, je me dis, mais quel cliché! J'étais la fille à Bali qui essayait de mettre en avant ses contenus d'éducation. Alors, je suis désolée, effectivement, j'ai fait ça. Un peu la honte quand même maintenant. Je me rendais tellement pas compte à l'époque parce qu'en fait, les entrepreneurs avec qui j'étais amie quand j'étais en tour du monde, ils faisaient que ça. Tout le monde faisait ça. Et du coup, j'étais tellement baignée là-dedans que ça me choquait pas que du tout à l'époque. Maintenant, j'ai un peu honte de dire ça. En même temps, quand t'es entouré de personnes qui font une certaine chose, ça te porte et t'as envie de faire la même chose. Et eux, ils te donnent des conseils, ils en parlent avec toi. Donc vraiment, j'étais en mode, mais oui, c'est une bonne idée, mais attends, et là, je peux faire ça, et je peux faire ça. Et du coup, j'ai vraiment construit ça pendant mon tour du monde. Et j'ai fait à fond du contenu sur l'infopreneuriat à ce moment-là. Et ça m'a formée vraiment là-dessus. Alors, je suis trop contente de l'avoir fait parce que c'est effectivement une expérience que j'aurais jamais lancée toute seule dans mon coin si j'étais pas partie. T'es allée un peu loin, là. L'illustration dans tout ça, on n'en fait plus beaucoup. Ok, d'accord. On va revenir aux bases. Ouais, c'est comme... ça n'a rien à voir, mais il y a un peu le choc aussi, c'est que tu sors d'école d'art et que t'as vraiment passé tout ton temps avec des artistes, des gens qui font du graphisme, de l'illustration, de tout ça, et que tu deviens pote ou tu rentres dans un nouveau cercle où tout le monde est salarié. Et vraiment, tu te rends compte à quel point t'étais dans ta petite bulle aussi et que en fait, t'étais qu'avec des gens qui faisaient comme toi. Et c'est impressionnant aussi à voir. C'est des petits microcosmes entre l'école d'art ou à côté. Moi, du coup, j'avais réussi à faire un peu aussi cet univers microcosme très entrepreneuriat freelance, bien dans tout du monde. Mais comme je disais, j'allais à plein de conférences, j'allais rencontrer plein de gens et tout. À cette époque-là, je faisais un café par semaine avec un entrepreneur. J'ai fait ça pendant plusieurs ans. Parce que sur Insta, j'envoyais des DM et j'étais en mode. Moi, j'habitais sur Paris, il y avait tellement de monde, il y en a toujours qui habitent ici, et du coup je proposais des cafés à tirer à rigot avec plein de gens, et du coup j'ai rencontré grave du monde à ce moment-là, et ça m'a permis de découvrir plein de choses, je suis trop contente, mais c'est vrai que tous les microcosmes qu'il peut y avoir, et c'est hyper intéressant. Ouais. C'est pour ça aussi que je fais le podcast, un peu égoïstement pour rencontrer des gens et discuter et tout, et la même chose en DM Insta et tout, donc il y en a. Alors, regardez vos DM, parce qu'il y a plein d'artistes que j'ai contactés et qui sont encore envoyés juste sans vos invitations. Et il y en a plein du coup qui m'ont répondu, et vraiment juste, je suis là, genre, raconte-moi ta vie, je trouve ça trop intéressant. En vrai, c'est hyper formateur, c'est trop bien d'écouter les autres. Bah oui. Moi, je lançais ce format-là aussi parce que je suis devenue pote avec des illustratrices à force de faire des marchés de créateurs à Toulouse. Et en fait, quand on discutait à côté des stands, et en fait, on avait plein de conversations et je voyais un nouveau prisme comparé à quand on voyait leur story. Et ça m'intéressait trop. Et j'étais là, genre, putain, c'est trop bien. J'ai envie de discuter des heures et des heures. Et c'est
c'est des filles à chaque fois, franchement, on rentre à 2h du mat parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter de parler. Et je me suis dit, mais en fait, je peux faire ça avec tellement de gens. Du fait d'avoir la famille à gauche, la famille à droite. Et surtout d'avoir un emploi du temps qui est ultra flexible, quoi. Pouvoir interviewer des gens, faire des podcasts. Il faut que j'arrête de dire interviewer parce que je parle beaucoup pour une interview sinon. Mais je trouve ça trop intéressant. Ah là. Ouais, t'as bien fait de lancer ça, franchement. Et du coup, toi, tu montes beaucoup ta vie du coup sur les réseaux. Est-ce que tu t'es mis une limite ou pas par rapport à ce que tu montrais? Alors, la limite, elle a beaucoup bougé aussi ces dernières années, parce que je vends plus la même chose et que je ne gagne plus ma vie de la même manière aussi. Ouais. Donc, depuis ce moment-là où c'était plus de l'infoprenariat, où du coup je limitais vachement, j'ai essayé de me focus vraiment plus sur le contenu éducatif, parce que les gens sont là, ils s'abonnent pour ça, et du coup, ils veulent que ce contenu-là, le reste ils s'en fichent. Je m'étais en mode non, il faut que je mette que ça. Et depuis que j'ai arrêté de vendre des formations, tout simplement, il faut dire ce que c'est. Je me suis un peu plus ouvert en mode ok, maintenant peut-être qu'il y a d'autres sujets que j'ai envie aussi d'aller explorer, parce que moi, ce que je consomme sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus varié que ça. Ouais. Et j'adore tout ce qui est lifestyle, voyage, donc je dis je peux peut-être essayer d'aller sur ce genre de sujet aussi, on ne sait jamais, ça peut, de toute façon avec l'illustration, tu peux tout mettre. Parce que tu peux illustrer tout et n'importe quoi. Ouais. Et du coup, c'est hyper flexible, ça va avec n'importe quel sujet, vraiment. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être trop cool? Moi, ma passion aussi, c'est de voyager. J'aime trop ça. Et depuis que je suis rentrée de Tour du Monde, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de continuer à voyager, mais plus local, d'aller en France, de prendre le train. J'avais pratiquement pas pris le train de ma vie. Et du coup, j'étais en mode, mais ça peut être trop chouette, en fait, d'aller visiter, parce qu'il y a 1h30 de chez moi, en train. Et du coup, j'ai pris des billets de train, je suis allée, puis j'ai commencé à faire des carnets de voyage, et je me suis dit, bon, on verra bien ce que ça donne. Mais j'ai toujours ce prisme business, forcément, que j'ai appris et que je connais, du coup. Donc, j'ai quand même réfléchi à... Ok, maintenant dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai peut-être envie de bien allier ce côté entrepreneuriat, illustration, peut-être un peu des voyages et tout ce qui est collaboration pour la création de contenu. Ça rapporte. Ok, c'est pas des milliers de cents parce que j'ai une bonne communauté sur les réseaux, mais j'ai pas non plus 100 000 abonnés. Mais je suis capable maintenant d'aller démarcher, de faire une bonne proposition. Et de projets, et du coup de réussir à décrocher des collabs, et du coup je me suis mise à faire ça. Au début je savais pas trop, je me suis dit on verra si vraiment les gens ils veulent bien me donner un peu d'argent pour faire des vidéos, des choses comme ça autour du voyage, alors que j'en ai jamais parlé aujourd'hui, et en fait grave. Ah ouais? Les gens ils étaient tellement, les marques que j'ai contactées, vraiment j'étais timide, j'en étais là en 2024. J'avais vraiment fait le compte. J'ai démarché 10 marques en 2024. En un an? En un an. C'est pas beaucoup. Non. Mais là, à chaque fois, j'ai fait une proposition de projet de plusieurs pages, avec un kit média complet et tout, et un contenu déjà fait. Un contenu d'exemple que je leur envoyais pour qu'ils puissent voir ce que j'étais capable de faire. J'ai signé 8 marques sur 10. Ok, génial. C'est incroyable. Même mon mec, il est en mode, mais t'es relou. Je vais pas dire de gros mots, mais il me dit, mais toi, tu démarches 10 marques, il y en a 8 qui disent oui et qui signent pour en plus un truc payé. Je disais là, je sais pas. Il me dit, mais t'es relou. Lui, il était commercial à une époque et il se rend bien compte que c'est énorme. Et du coup, j'étais en mode, ok, d'accord. Et c'est le moment où j'ai commencé à collaborer avec la SNCF. SNCF les régions, mais aussi SNCF Voyageurs. J'ai eu Cultura, j'ai eu des super marques. Vraiment, en 2024, j'ai eu que des trop belles marques parce que j'ai réussi à bien mettre tout ça en place et que du coup, j'ai réussi à faire un CA vraiment correct sur toute l'année avec ça. Tu as ciblé des marques qui s'étaient vraiment dans ta DA ou ça choquait pas non plus ta communauté parce que c'était vraiment relié soit au voyage, soit à l'art, soit tout ça. Et derrière, eux, pareil, en fait, comme ton contenu ressemblait, finalement, tout s'emboîtait bien et ils ont bien vu que ça marchait bien, quoi. Mais vraiment, le conseil, c'est en illustration, on peut vraiment aller dans n'importe quel univers. Ça marche hyper bien avec tout. Et là, le fait d'apporter ce côté artiste, donc je me suis vendue auprès de ces marques en disant, moi, je suis une artiste. Du coup, j'ai mon carnet, j'ai mes crayons, les feutres. Et en fait, ce que je peux faire, c'est de voyager et j'illustre mon voyage au fur et à mesure sur mon carnet. Et eux, ils avaient l'habitude d'avoir des baroudeurs.
Des gens en sac à dos, des gens qui voulaient profiter des billets gratuits, mais vraiment quelqu'un qui, avec ce prisme un peu différent, ils étaient en mode « Ah ouais, hyper intéressant, on n'a pas encore eu ça », et que du coup, ils ont dit oui tout de suite, quoi. J'étais là, trop bien. Mais c'est trop fort, et en fait, tu peux faire ça avec n'importe quoi. Là, aujourd'hui, forcément, mon contenu il a encore beaucoup plus évolué parce que j'ai rajouté le côté maman. Ouais. J'ai beaucoup hésité, et au final, je me suis dit « Écoute, c'est mon Insta, je fais bien ce que je veux ». Si les gens ils sont pas contents parce qu'à la base ils étaient là pour des conseils en illustration, ça a été une époque, maintenant ça l'est plus. On est quand même tous libres sur Insta, YouTube de se désabonner quand on veut. Ouais. Donc si moi j'ai envie, je le fais. Je dis basta. Après t'as continué en quelque sorte à donner des conseils parce que t'as parlé du coup de la maternité, comment ça se passait quand t'étais freelance, tout ça. Donc au final t'as juste continué à parler de ça, mais en suivant ta vie, etc. Oui, pas sur Insta du coup ? Non, pas sur Insta. Ok, d'accord. En fait, je me suis dit, je garde la chaîne YouTube parce qu'il y a des vidéos qui fonctionnent encore très bien. Pour une chaîne d'entrepreneuriat créatif. Parce qu'en vrai, comme tu dis, les interviews, tout ça, j'aime trop. En fait, c'est trop sympa. Donc, j'ai moins le temps d'en faire pour l'instant parce que mon bébé est petit. Mais d'ici peut-être 2-3 ans, peut-être que, je sais pas, j'aurais envie de le reprendre de manière hyper sérieuse, d'en faire un média. J'en sais rien. Comme je te disais au début, si ça peut encore aider quelques personnes. Et puis, de toute façon, ça tourne tout seul. Donc, il est là. Et ça, c'est vraiment orienté entrepreneuriat. Ouais. Et à côté, j'ai enlevé même les vlogs, tout ça que j'avais publié sur YouTube. Ouais, j'ai tout mis en privé, comme ça, c'est la autre chaîne qui est dédiée à l'entrepreneuriat. Si je veux refaire des vlogs sur YouTube, ce sera sur une autre chaîne. Et Instagram, là, je m'amuse. C'est plus mon terrain de jeu, où là, j'ouvre sur plein de sujets différents. Et effectivement, pour l'instant, j'ai des super bons retours. Effectivement, mes stats ne sont pas aussi bonnes qu'à un moment, parce que j'ai ouvert vachement les sujets et que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais j'ai plein de propositions de contrats, donc écoute, moi ça me va. Je m'amuse. Je fais le contenu qui me fait trop kiffer, je dessine. Du coup, l'illustration, on peut peut-être en parler après aussi, mais je dessine surtout pour les réseaux sociaux. Ce qui me fait plaisir. Et je le vends pour des projets de voyage ou des projets... ou juste je mets en avant des produits de créa et je fais une petite vidéo, je suis chez moi en train de dessiner, ou je vais dessiner, je sais pas, autour de chez moi. Il y a plein d'endroits super sympas à voir, ou dans Paris, des cafés dessins, des trucs comme ça. J'essaye de vendre ça aussi, et en fait, ça m'a donné une liberté créatrice que j'avais pas forcément avant, parce que forcément j'aime bien aussi les clients qui me donnent un brief, j'en fais encore, mais ce côté-là est hyper libre au niveau créa et je trouve ça trop chouette. Moi je suis au stade où je commence à avoir une petite communauté, donc j'ai des marques qui commencent à me démarcher pour m'offrir des produits, mais je suis vraiment au stade où ils veulent m'offrir des produits gratuitement et que je fasse de la pub. Il y en a toujours. Du coup je sais que j'ai pas du tout une assez grande communauté pour commencer à être payée pour quoi que ce soit, même si j'ai des contrats où ils commencent à intégrer une ligne où ils me payent un peu plus pour faire un post inter pour dire que j'ai travaillé pour eux, mais c'est vraiment pas grand chose. Mais du coup c'est vachement compliqué de créer pour les réseaux sociaux quand t'as un compte qui te rémunère pas du tout et que t'as pas une assez grande communauté pour pouvoir vivre de ça ou quoi que ce soit. Et donc vraiment tu mets du temps, de l'énergie et tout dans quelque chose qui sera rentable dans très longtemps, quoi. Donc c'est vachement galère. Après aujourd'hui t'as beaucoup de contenu UGC, je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, Et du coup c'est User Generative Content. Ça veut dire que vous faites des vidéos pour des marques pour qu'elles le postent sur leurs réseaux sociaux mais pas sur le vôtre. Et ça, avec notre côté création, c'est pas mal du tout. Et ça peut être hyper intéressant pour certaines marques. Alors, les marques, dans tout ce qui est les domaines de l'art, c'est beaucoup des giftings. Donc, ils offrent des feutres, des crayons, des carnets, tout ça. C'est pas souvent qu'ils ont du budget, sauf s'ils ont des campagnes de prévues sur l'année. Donc, moi, ma strat, c'est de dire oui pour du gifting. Donc, on m'offre plein de choses. Je les mets en story. Je fais du joli contenu avec, pas du contenu trop complexe. Souvent, c'est que des stories. Mais ça me permet d'avoir l'adresse email, de connaître la personne. Je fais toujours un visio, même si c'est du gifting. De connaître la personne en vrai, de pouvoir en discuter et de lui proposer, même en story, je vais lui dire si les feutres là que vous m'offrez, ça tombe hyper bien parce que dans 2 semaines, je vais à tel endroit et j'avais envie de faire ça dans mon carnet. Trop cool et tout. Ils se rendent compte que je suis aussi force de proposition. Donc effectivement, ce n'est que du gifting, mais ils vont t'offrir un truc une fois, 2 fois et la 3e fois, ce sera rémunéré. Ok, d'accord. Parce qu'ils vont penser à toi pour les prochaines campagnes. Comme eux, ils ont vraiment des campagnes à des moments clés dans l'année parce qu'ils font des promos, parce qu'il y a Noël, parce qu'il y a des trucs comme ça. Et ils peuvent pas en fait dépenser leur budget n'importe comment sur toute l'année. Les plus grosses marques peuvent. Donc c'est à eux qu'il faut aller voir
la SNCF, Cultura, tout ça, où là, tu peux aller gratter un petit peu plus de budget à différents moments de l'année. Mais sinon, les autres, ils vont attendre d'avoir des campagnes de planifier pour pouvoir prendre un certain nombre d'influenceurs, de créateurs de contenu et de pouvoir les rémunérer. Ok. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, les marques d'art, il n'y en a pas beaucoup qui ont des campagnes bien gérées. Bon, les plus grosses, si, parce qu'ils passent même par des agences et qui font des grosses campagnes de pub comme ça. UGC, ça va être... faut s'inscrire sur certaines plateformes. Donc, pareil, ça va pas forcément être que des marques autour de l'art. Il va y avoir plusieurs choses. Mais si, je sais pas, vous avez envie de faire du contenu pour de la food ou pour des produits de beauté, alors là, oui, ce sera toujours payé difficile. Mais ils cherchent beaucoup des créateurs UGC pour TikTok, pour Instagram. Et du coup, avoir le côté création, où après, on peut faire des petites illustrations pour mettre sur l'écran, ou alors mettre en avant, par exemple, un produit de beauté en faisant une page de carnet. Et faire un peu du collage avec un dessin, avec le produit à côté, ou faire sa morning routine de créatrice avec, en intégrant les produits et tout, c'est hyper facile et ça change. Et du coup, ces marques-là sont potentiellement plus à même de dire oui pour nous payer. Alors, il faut vouloir faire ce genre de contenu parce qu'on est loin quand même de l'illustration pure et dure. Mais si c'est un truc qui peut intéresser, ça peut être un film. Il y en a plein qui ne veulent pas montrer leur tête sur les réseaux. Est-ce que tu penses que c'est un problème si elles veulent vraiment réussir dans la création de contenu, etc. Ou ça peut quand même fonctionner avec l'algorithme d'Insta d'aujourd'hui, du coup, surtout? Mais en fait, aujourd'hui, je pense que là, si tu me dis je veux faire un compte sans ma tête, je dis go. Vraiment, je pense que c'est possible. Ça dépend juste de ton objectif, en fait. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec tes réseaux sociaux? Si tu veux mettre toi, en tant qu'artiste et ton univers tout autour, c'est trop cool de se montrer, de parler, parce qu'effectivement, tu as ce côté humain où les gens le connaissent beaucoup plus facilement. Mais des comptes où on voit juste une feuille avec quelqu'un qui dessine et qui dessine hyper bien ou qui se fait des petits challenges, où vraiment il y a une thématique avec quelque chose qui est divertissant à regarder, ça peut marcher, bien sûr. Mais en fait, je réfléchissais cette semaine, je me disais, en fait, tu peux tout mettre en avant sur les réseaux sociaux. Imagine que ton réseau social, que ce soit Insta, TikTok, n'importe, c'est un livre, du coup tu as l'histoire, mais tu as aussi le packaging, l'enveloppe. Donc l'histoire c'est quoi? Si c'est toi qui veux dessiner, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, je sais pas, tu veux faire un Instagram autour des dessins d'animaux. N'importe. Et donc ça c'est l'histoire, quoi, c'est le thème. Et après l'enveloppe c'est quoi? Effectivement, ça va être toi en train d'aller dessiner et qu'on te voit en train d'aller, je sais pas, faire un safari ou aller avec ton chien dans les champs et que du coup tu dessines des animaux. Ou ça peut être une enveloppe totalement différente. Du moment que c'est divertissant, c'est plutôt ça la clé sur les réseaux sociaux. C'est comment tu captes l'intention des gens et que tu en fais quelque chose quand même de divertissant. Mais je suis sûre que tu es capable de faire un truc où, je sais pas, on voit que en top shot, où tu vois tes mains, tu ouvres un carnet et là ton carnet tu passes les pages, on voit qu'il y a plein de dessins d'animaux, du coup les personnes elles captent que tu dessines que ça, puis après tu vas prendre une photo sur le côté, tu vas commencer à dessiner et puis et par contre il faut que le reel il fasse 20 secondes. Il faut que ça reste catchy, mais en vrai tu peux faire, c'est vraiment un métier de directeur artistique. Après là c'est de la créa, c'est ce que tu pourrais réfléchir pour une pub ou quoi que ce soit et du coup dire ok le concept du compte c'est quoi et il faut juste que ce soit comme je dis, divertissant, et je pense que c'est capable. Il faut être un peu plus ingénieux, peut-être plus créatif pour inventer ou mettre au point en tout cas cette enveloppe, ce packaging qui va être trop chouette où on ne verra jamais ta tête. Mais une fois que le format il est OP et qu'il y a vraiment quelque chose qui est hyper cool, en plus on est créa, on peut s'amuser sur les typos, mettre comme tu dis des choses en illustration sur l'écran, s'amuser avec le montage. Il y a plein d'options pour vraiment réussir à faire quelque chose qui soit ultra chouette et après qu'on peut mettre en avant effectivement sur les réseaux quoi. Mais c'est vrai que sans sa tête, on s'enlève l'option de parler directement aux personnes et de faire la connexion humaine et on s'enlève l'option aussi voix off. Et après ça dépend comme je dis ce que tu veux faire avec ton Insta, mais si c'est pour aller assez haut et réussir à avoir des collaborations avec des marques, ça va peut-être aussi limiter le nombre de marques possibles qui peuvent collaborer. Après, comme je disais, si tu fais un Insta avec des animaux, il y a quand même pas mal de marques autour de cet univers-là. Surtout que je vois clairement la différence dans les stats quand je monte pas ma tête. Et j'imagine. Et vraiment, en fait, quand j'ai commencé à gagner un peu des abonnés, j'ai
j'ai contacté des gros comptes juste pour savoir à quel moment eux ça avait explosé. Est-ce que c'était genre petit à petit ou c'était une vidéo qui à un moment avait fait boom. Donc ça dépend des personnes du coup. Ouais. Et il y en a plein qui m'ont dit que dans tous les cas, là ça se tassait un peu, mais que le boom il avait lieu avant et qu'en fait l'algorithme Insta avait changé, etc. Et qu'en fait aujourd'hui c'était beaucoup plus galère. Ouais, grave. Tu le penses aussi? Ouais. Aujourd'hui, en fait, il y a tellement de gens sur les réseaux sociaux et puis on voit bien quand tu scrolles sur ton feed principal, 3 publications sur 4 c'est de la pub. En fait c'est Insta qui te propose d'autres comptes, d'autres personnes que tu connais pas. Enfin vraiment c'est 3 publications sur 4. Du coup tu vois jamais les gens auxquels t'es abonné à part dans les stories. Et du coup je me dis mais même moi je m'abonne à des comptes. Je me suis encore abonné à un compte il y a 2 semaines qui avait l'air trop cool et en fait je me suis rendu compte hier que je l'avais toujours pas vu sur mon Insta. C'est fou parce que il s'est perdu dans l'algo, il s'est perdu et je suis en mode moi je me rappelle même plus du nom du compte, du coup je suis en mode mais je ne vais jamais le retrouver en fait. Et c'est je pense aussi pour ça que c'est hyper dur aujourd'hui parce que Insta fait que te recommander à des gens qui te suivent pas alors que t'as des gens qui te suivent qui voudraient voir ce que tu fais. Ouais, carrément. Et les gens qui te suivent pas, forcément t'accroches pas, mais comme il fait plein de tests tout le temps avec différentes personnes, et pour peu qu'ils te balancent que des personnes qui vont pas forcément accrocher avec ton univers ou avec ce que tu proposes, du coup ton compte stagne de ouf et les signaux que ça envoie à l'algorithme c'est ton contenu il est chiant, vas-y je te recommande plus parce que de toute façon tous les gens auxquels je te recommande ils cliquent pas quoi. Et c'est trop boulot ça. Donc effectivement moi ce que je fais c'est que je fais le contenu qui me plaît. Une fois de temps en temps, je fais une vidéo que je sais qui va fonctionner, qui n'est pas faite pour ma commune, mais qui est faite pour aller plus loin. Donc, c'est des codes de com de base où je fais une thématique qui va parler à beaucoup plus de personnes, un bon hook avec un storytelling, tout ce qui est... les reels que tu fais en épisode 1, épisode 3, épisode 4, mais sur une courte période. Genre, par exemple, dans une seule semaine, tu fais 7 épisodes d'affilée ou 5. Ça va mieux marcher aussi vers des personnes qui ne te connaissent pas. Et par contre, je bosse le montage à fond et je fais vraiment quelque chose d'hyper correct. Et là, ça me rapporte pas mal de monde. L'année dernière que j'ai fait, c'était la décoration de la chambre de mon fils. Où du coup, j'ai fait de la peinture. Et le dernier épisode, c'est je vais aller chercher des affiches d'illustration, essayer d'aller chiner des cadres, des choses comme ça. Donc, j'essaye d'aller toucher d'autres cercles que le cercle illustration aussi. Donc, ça, je le fais déjà depuis 1 an et demi. Et du coup, cette série, ça va être celle qui va me permettre d'aller toucher de nouvelles personnes et de rapporter de nouveaux yeux qui vont aimer mon contenu. Mais tout le reste, je me fais plaisir, j'ai du basta, quoi. On peut pas le faire sur tout le temps, sinon on passe notre vie à réfléchir comme un social media manager et on fait plus de création, quoi. Donc, je pense que c'est ça, une fois de temps en temps, essayer de réfléchir à quelque chose, comme je te disais, comme les marques font des campagnes une fois de temps en temps dans l'année où elles réfléchissent un peu plus. C'est des moments clés en disant ok, là c'est peut-être stratégique pour moi de faire quelque chose d'un peu plus concret pour aller chercher de nouvelles personnes à ce moment-là, et puis à ce moment-là, et le reste de l'année. Le reste de l'année, je fournis ma bibliothèque. Je fais des choses qui me plaisent, je publie, parce qu'à ces moments clés, il ne faut pas que les gens ils arrivent et qu'ils voient qu'il y a 2 publications sur mon compte. Si ils voient par contre que c'est animé, qu'il y a plein de choses déjà, qu'il y a des trucs à voir d'avant, il y a plus de chances aussi qu'ils s'abonnent à ce moment-là. C'est ça. Quand j'ai des posts qui ne fonctionnent pas très bien, que je trouve bien esthétiquement, je me dis mais ça fait une super vitrine pour les gens après qui viennent. Et pareil, des fois, quand je vois qu'il y a un petit down dans mon compte, je fais une petite traîne. Moi, c'est beaucoup le motion design qui fonctionne. Mais vraiment frame by frame, vraiment mini animation. Mais je sais que dès que je poste ça, ça explose, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Et du coup, ça me fait un peu remonter. Et puis après, comme ça, je peux mettre des trucs. Exactement, parce qu'après, si tu passes ta vie à faire la course aux abonnés en faisant que des posts qui sont censés fonctionner tout le temps, tu t'épuises, quoi. Donc, pourquoi pas de temps en temps dans l'année, comme je dis, une fois de temps en temps, tu sais que t'as tes valeurs sûres. Donc tu balances ça. Moi, ce que j'ai fait en rentrant en congé mat, où j'avais pas publié depuis 3 mois, j'ai fait un post valeur sûre. C'est bon, ça m'a tout relancé et puis c'était parfait, quoi. Mais après, effectivement, il faut les identifier, ces posts valeur sûre. Quand on commence sur les réseaux, on sait pas forcément ce que c'est, on conteste plein de trucs, mais une fois qu'on les a, franchement, c'est cool de pouvoir se raccrocher à ça une fois de temps en temps pour remettre un petit coup de boost. Et comme je disais, moi, effectivement, j'ai un nombre d'abonnés qui est sympa, qui peut me permettre d'aller voir des marques en essayant de démarcher des trucs un peu plus gros. Mes stats sont pas folles. Et même avec des stats pas ouf,
j'ai quand même des opportunités qui tombent parce que je publie, que je suis quand même présente, que je suis active, qu'il y a déjà des gens qui sont abonnés à moi. Alors la plupart du temps, c'est pas les marques directes qui sont abonnées à moi, c'est une personne lambda qui bosse, comme je disais, chez une marque ou dans une entreprise, et du coup qui voit. Et au bout d'un moment, ils finissent par me contacter parce qu'ils ont vu quelque chose dans mon contenu qui est finalement passé sur leur Insta. Hein. Merci. Et ils se sont dit, ah ouais, ça pourrait hyper bien coller. Et du coup, ils finissent par me contacter, quoi. Donc, je trouve que c'est jamais en vain. Le fait d'être quand même actif sur les réseaux, faut pas s'épuiser, surtout si c'est pas un truc qui nous porte à fond. Moi, j'aime ça, donc j'en profite, bien sûr, mais j'ai déjà rencontré plein de gens qui, ça les saoule, c'est une corvée. Oui, il y a vraiment les deux, Du coup, c'est pour ça, c'est peut-être pas non plus là où il faut mettre le plus de son énergie, quoi. Oui, surtout que métier illustratrice et influenceuse, en fait, c'est arrivé assez récemment. Et comme c'est ce qu'on voit le plus sur les réseaux, on a l'impression que c'est l'illustration est liée. Alors que non, en fait, il y a juste plein d'illustratrices qui soit s'en fichent, soit ne se montrent pas du tout. Et à côté, elles font des bandes dessinées, elles font plein de choses, et c'est juste qu'elles ne le montrent pas, quoi. Mais c'est vrai que du coup, c'est ce qu'on voit le plus dans l'illustration, c'est vraiment lié à ça. Et puis je pense qu'avec l'arrivée de l'IA, le côté montrer qu'il y a un humain derrière, il y a un storytelling, etc., les marques se disent, ok, pour ça, je vais bien payer une illustratrice, parce qu'en plus, ça nous ramène une communauté, en plus, ça nous ramène du contenu, etc. Je pense que c'est vachement intéressant et important. C'est une stratégie, effectivement. Après, il y a d'autres moyens de faire de l'illustration, bien sûr, autres que les réseaux sociaux. Mais comme moi, je m'étais vachement rendu compte que c'était vraiment aussi un microcosme quand j'avais commencé à faire des lives d'illustration sur Twitch. Oui. Et que du coup, il y a plein d'illustrateurs sur Twitch aussi. Et quand j'allais voir les gens et tout, et généralement, alors, je sais plus comment détourner une conversation, tout ça, les gens ne me connaissaient pas du tout. Ok. Et moi, je les connaissais pas. Parce qu'il y a un autre microcosme qui est beaucoup plus autour de l'île traditionnelle, la bande dessinée aussi. Et en fait, on se croise pas. Oui. Et c'est hyper intéressant. J'étais en mode, waouh, en fait, on est vraiment dans une bulle là sur notre Instagram. Là. Sur Twitch, il y en a encore une autre. Et puis dans la vie réelle, il y a encore une autre. Et je me dis, c'est vrai qu'il y en a encore d'autres. Et en fait, on se connaît pas entre nous, quoi. Donc, il faut surtout pas aller sur Insta en voyant, en disant que c'est la norme. C'est pas vrai, quoi. C'est un microcosme. On se met dedans, ou on ne se met pas dedans, mais c'est une façon de faire. Ouais, complètement. Ouais, TikTok, toi, t'y es ou pas? J'ai un compte. De temps en temps, je rebalance des trucs, mais franchement, je publie une fois de temps en temps, mais on peut pas mettre son énergie partout au bout d'un moment. C'est une autre stratégie, une autre façon de faire. Et en vrai, j'évite d'ouvrir TikTok. J'ouvre déjà tellement Insta un jour que si je commence à ouvrir autant TikTok, en fait, j'ai pas le temps. Et surtout que là, maintenant, depuis que je suis maman, mon emploi de temps n'est plus aussi flexible qu'avant. Donc, ma bonne résolution, ça a été de limiter le slashing, donc d'aller faire des projets à droite, à gauche, de dire oui à n'importe quoi, parce que mon temps n'est plus illimité. Et du coup, je me dis, ok, je fais une chose, celle qui me porte le plus et vraiment qui me fait vraiment plaisir et qui me rapporte de l'argent, qui est déjà bien installé, donc la création de contenu et l'illustration avec des missions d'illustration, vraiment des missions clients. Et c'est tout. J'ai un métier, on le fait bien. Comment ça va? Et déjà, ce sera pas mal, quoi, je pense. Au moins sur les prochaines années, quoi. Est-ce que tu arrives, du coup, à séparer un peu vie perso et vie pro, vu que t'en montres un peu moins? Ouais. Le week-end, je publie pratiquement pas, parce que j'ai pas le temps. Donc, j'ai toujours fait ça. J'ai très très peu publié les week-ends, sauf quand je suis en vacances et tout, parce que j'adore le groupe de voyage. J'ai toujours publié plein de stories. Mais le week-end, très très peu. Si j'ai des stories, des choses à publier le week-end, j'essaye de le planifier en amont. Et moi, j'ai planifié les stories, juste j'y pense en amont, je me fais un post-it. Et dans le week-end, je lui dis à mon chéri, genre, donne-moi 10 minutes. Donne-moi 10 minutes, il faut juste que je publie mes trucs. Et du coup, dans la voiture pour une sieste, tu sais, de petit. Allez, vite. Et hop, je range mon tel, il est terminé. Et du coup, au moins le week-end, je suis off. Et après, la séparation peut-être vente pro-perso au niveau de ce que je mets dans mon contenu, des choses dont je parle peut-être. Oui, là. La limite, elle est floue, elle est là où j'ai envie de m'arrêter en fonction du contenu. Je sais que je veux pas mettre en avant mon fils, ça c'est sûr, pas sa tête en tout cas. En fait, ça me dérange pas qu'elle comprenne que dans l'univers d'Aurore Belle, elle a un conjoint, elle a un enfant, elle habite là, ça me dérange pas du tout. Mais ça reste mon Instagram.
Je veux pas que ce soit l'Instagram de mon mec, l'Instagram de mon fils, encore moins, non. Donc c'est mon personnage, je suis le personnage principal, et ce personnage principal va faire des choses, va dessiner, va partir en voyage, va peut-être même faire de la cuisine, va faire des choses. Et ça reste quand même un focus sur le personnage principal. Ma limite, après, ça va dépendre des projets. Là où je suis à l'aise d'aller, ça me va. Après, comme je dis, on est toujours créatrice de son propre univers, mais créative dans le sens où il y a toujours un moyen de mettre les choses en avant sans en dire trop. Rentrer trop dans le privé. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Là où j'habite, je mets pas en avant, je mets en avant l'univers, mais ça pourrait être n'importe quel village. Enfin, les gens qui habitent en village, ils ont bien vu où j'étais. J'ai eu 2-3 personnes qui m'ont dit, mais t'habites pas là? Oui, peut-être. Mais le reste de la France ne sait pas où j'habite, c'est très bien, tu vois. Dans mon dernier appartement, à un moment, j'étais allée dans un café entre illustratrices parce qu'on organise ça, du coup, on essaye de rester en contact et de se faire un café une fois par mois. Et en fait, à un moment, je pars du coup du café, on rentre toutes chez nous, et il y en a une qui me dit chez toi, c'est sur mon chemin, donc au pire, je fais. Comment tu sais où j'habite? Et elle fait, en fait, dans tes stories, des fois, on voit tes fenêtres. Et j'ai reconnu où t'habitais, en fait, avec le resto en face. Tout ça. Et j'ai fait, oh waouh! Donc, c'est vrai que je faisais pas trop gaffe parce qu'à ce moment-là, je savais que j'allais déménager pour emménager avec mon chéri. Mais du coup, je me suis dit, ok, donc, prochain appartement, je ne montre plus les fenêtres, ou vraiment seulement quand c'est tout blanc et ciel. C'est là où je me suis rendu compte vraiment que en fait ça pouvait aller super vite quoi. Oui, totalement. Mais les gens ils savent peut-être pas exactement où t'habites, mais ouais, moi je te dis dans mon village, il y a une personne. Je trouve ça toujours un peu bizarre. En même temps, c'était vraiment pas méchant quand elle m'a dit ça, mais moi j'avais fait une couronne de Noël. En plus, j'avais fait du contenu, j'avais une jolie couronne et tout que j'avais mis sur ma porte d'entrée. Et en fait, la personne passait tous les matins devant ma porte pour aller à la gare à son boulot. Et du coup, quand j'ai posté le contenu, elle m'a envoyé un message en me disant ah, mais en fait, je sais exactement où t'habites parce que je passe tous les matins devant moi. Et je dis ah oui. Je dis bah oui, forcément que les gens ils tombent par hasard sur ton Insta, mais bon après là c'est moi qui ai un peu cherché avec ma porte d'entrée. La prochaine fois je mettrai dans l'autre côté de la porte vers l'intérieur. Mais après bon c'est pas malvenu ni malveillant, ça va. J'essaye de faire attention pour pas que ça devienne intrusif non plus. Mais tu vois, je vais pas mettre en avant des choses autour de ma vie privée avec mes parents ou avec mon conjoint. Enfin on a notre vie, on a nos discussions, nos trucs, tout ça n'a rien à faire sur les réseaux sociaux. Je lui montre, c'est vraiment c'est une image un peu mignonne, un peu jolie peut-être sur les réseaux sociaux, mais après on dit ce qu'on veut en vrai. Bien sûr. Mais parce que moi ce que je fais hyper attention c'est aussi le personnage d'Aurore Bay, parce que je considère que c'est un personnage, c'est pas mon vrai moi. Elle fait des trucs, elle dit des choses, donc, mais c'est hyper curated, je sais pas comment dire, c'est vraiment... j'ai pas le mot. Mais effectivement, dans la vraie vie, je vais peut-être avoir un discours qui est légèrement différent ou une opinion qui soit plus tranchée que sur les réseaux sociaux, parce que le personnage d'Aurore Bay a besoin aussi d'être... brandable. Oh là là, j'ai des mots en anglais, là, n'importe quoi. Aïe, je suis fatiguée, je suis désolée, je suis venue en voiture, ça m'a cassé en deux. Non, mais mon personnage, il a besoin d'être vendable à des marques et du coup de correspondre à une certaine imagerie qu'elle pourrait se faire par rapport à eux, ce qu'ils mettent en avant sur les réseaux. Et du coup, je considère quand même Insta comme c'est mon taf, quoi. C'est pas mon journal intime, c'est mon taf. Et du coup, je fais hyper attention à ce personnage-là, à ce qu'elle fait, à ce qu'elle dit. Et effectivement, elle va pas dans les extrêmes, elle parle pas de politique, elle a pas d'avis trop tranché non plus sur de plusieurs sujets, parce que ça reste un personnage, quoi. Et mon vrai moi, c'est moi dans la vraie vie avec mes amis, ma famille, mes proches. Et du coup, ça reste quand même, c'est pour ça que tu dis mélanger pro et perso, mais Instagram, ça reste quand même mon job et du coup, c'est un personnage qui est basé sur moi quand même, on n'a pas tout. Hein. Mais c'est plutôt un personnage dans le sens où je vais pas trop loin non plus et pas trop dans tout ce qui est mon vrai moi. Et comme je dis, c'est pas mon journal intime. Voilà. C'est vachement intéressant. En plus, du coup, il y a Popoche du coup, qui était là pour discuter. Elle, au contraire, elle a du coup un Insta et un style très politisé où elle a déjà eu des soucis, voilà, parce que du coup, elle a des petits signes anarchistes, tout ce genre de choses, genre sur des t-shirts de petits canards, enfin, genre des choses où elle aime bien le paradoxe. Et elle expliquait à quel point, elle, justement, elle veut
Enfin, c'est pas qu'elle veut pas, mais elle se concentre pas tout sur les marques. Elle se concentre juste sur les clients qui lui achètent vraiment des affiches, ce genre de choses, en se disant que justement, ça lui permet de politiser son art. Ouais. Et j'ai l'impression que, il y a un peu de tout. Il y a des personnes, du coup, qui lissent énormément, justement, pour pouvoir avoir beaucoup d'opportunités, et d'autres qui politisent complètement. C'est des utilisations complètement différentes des réseaux sociaux, quoi. Les deux sont totalement valables. Ouais. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes envies et on n'a pas... même les envies créatives derrière sont pas du tout les mêmes et que du coup on l'utilise de la façon qui nous semble la mieux pour nous. Et je pense que c'est ça le plus important surtout. Bah ouais, carrément. Et puis ça montre aussi à quel point il n'y a pas de modèle à suivre, quoi. Totalement. Qu'en fait, il n'y a pas genre un petit schéma à suivre pour atteindre cet objectif. En fait, tout le monde l'atteint de manière différente. Puis là, on a tous les mêmes réseaux sociaux avec le même bouton petit plus. On n'a pas un modèle qui commence à se créer où on peut répéter les choses et tout. On peut vraiment faire les choses comme on veut, quoi. Ouais, totalement. C'est trop intéressant. C'est pour ça que aussi j'aime bien les réseaux sociaux parce qu'il y a tellement de choses et c'est dur. Une fois qu'Instagram a compris ce que t'aimais regarder, il va te proposer que des trucs similaires, il va plus rien proposer de complètement différent. Pas hésiter sur plusieurs comptes ou sur chaque compte on garde des trucs différents. Moi j'en ai au moins 5. Ok. Ah ouais, vraiment avec des thématiques différentes et du coup Insta ne propose pas du tout la même chose d'un compte à un autre parce que j'en ai un perso où là c'est... Désolée mais c'est que les contenus maman. À la base c'est des contenus voyage. Mais là vraiment on a commencé avec des potes à s'envoyer des grilles là-dessus donc laisse tomber. C'est Babyland. Mais au moins ça permet de garder mon Insta Pro, celui que tu connais. Ouais. Illustration, création, lifestyle. J'en ai un autre où c'est que de la cuisine. Où je poste rien, c'est juste moi je suis abonnée que à des comptes de cuisine. Et je montre des recettes. Donc de temps en temps je vais scroller là-dedans et je mets des trucs de côté, c'est cool. J'en ai un où c'est plutôt orienté fringues avec que des comptes qui donnent des choses, des idées de tenue. Alors je vais beaucoup moins sur celui-là, c'est moins mon univers. Mais pourquoi pas une fois de temps en temps et j'en ai un autre sur de la déco aussi. La maison, tu vois, la rénovation, la déco, les trucs un peu vintage. C'est joli. Ah ouais, moi j'ai fait ça avec Insta, TikTok du coup. Moi je vais beaucoup sur TikTok vraiment pour scroller avant de dormir ou ce genre de choses. Et comme ça, justement, Insta ça reste vraiment que les promotions de Reels pro. Ouais. Des fois c'est embêtant parce que vraiment je vois genre 10 fois d'affilée la même trend ou vraiment je suis genre. Je l'ai vu, c'est bon, je l'ai vu Instagram. Et du coup, j'arrive à faire en sorte que ça reste pro sur Insta. Ouais. Et comme ça, je sais que si je vais sur Insta, c'est vraiment pour poster du contenu, pour répondre à des commentaires, pour tout ça. Et si je veux poser mon cerveau à côté, je vais sur TikTok. Ouais. Et comme ça, j'ai séparé un peu les deux comme ça. Bah, tu fais bien, en vrai, faut l'utiliser comme ça nous convient. Mais du coup, c'est pour ça, j'ai séparé aussi en fonction de ce que j'ai envie de consommer. Je vais sur l'un, sur l'autre, je switch. Comme ça, je me prends pas la tête. Et du coup, est-ce que ton objectif du coup à long terme, ça serait de rester comme ça ou tu as une évolution ou un rêve ultime dans ta tête Avoir des projets sur 5-10 ans, c'était valable avant d'avoir commencé. Maintenant, je me dis déjà comment je serai dans 3 ans. Hein, c'est déjà... jusqu'à qu'il aille à l'école. Après, j'en sais rien. Parce que bon, quand j'ai... Bon, après, on va pas partir sur ce genre de conversation, mais en gros, j'ai beaucoup moins de temps qu'avant et du coup, forcément, tout ce que je développe, ça va moins vite. Il faut que je me focus sur une chose à la fois. Et donc, je suis partie du principe que ce que je fais aujourd'hui, si je le fais bien et que ça me rapporte de l'argent, ça me permet de vivre, ça me permet de partir en vacances, d'acheter des trucs quand j'ai envie d'en acheter, juste profiter, c'est déjà vachement bien. Et donc l'ambition est moins qu'avant, mais c'est déjà une bonne ambition de juste être bien, de faire les fins du mois, d'avoir l'appartement que j'aime avoir, que d'avoir ma déco que j'ai envie d'acheter quand j'ai envie d'acheter. C'est déjà un super bon objectif. Et du coup, le rêve ultime, j'en sais rien. Déjà, les réseaux sociaux, est-ce que ça va rester toute notre vie, toute notre carrière? J'en ai aucune idée. Pour l'instant, donc c'est là, j'en profite. Franchement, je me dis, mais arrivé à la retraite, si je suis hyper contente du parcours que j'ai eu et que je me dis, tu te rappelles, en 2024, on a voyagé avec la SNCF en faisant des illustrations, mais putain, c'était trop cool. Vraiment la chance, quoi. Et donc, je parle de ce principe-là. Est-ce que d'ici quelques années, je serais trop contente de raconter ce que j'ai fait là, tout de suite, maintenant? Oui, on est bon. C'est une bonne manière de voir les choses, pas avoir de regrets. Au moins, j'ai testé des trucs un peu dans tous les sens. Donc, comme je le disais au tout début, effectivement, j'ai pas
construit quelque chose de simple, clair, net et précis sur toutes ces années-là. J'ai vachement exploré, mais maintenant je me rends bien compte quand je discute avec des personnes qui me connaissent pas, que j'ai fait quand même beaucoup de choses. Ouais. J'ai beaucoup bougé, j'ai rencontré beaucoup de monde aussi, et donc effectivement j'ai toujours pas un revenu stable. Mon salaire est hyper différent d'une année à l'autre. Ouais. C'est toujours chaotique, mais j'ai fait grave des trucs. Et ça, je pense que c'est ça que je vais retenir de toute façon. Ouais. Enfin, j'espère que je le regretterai pas, je pense pas. Mais... Ouais, non, je pense pas, franchement. Pour l'instant, je suis contente. Ok. Et du coup, t'as rencontré plein de gens et tout, donc au final, c'est pas un métier trop solitaire. Ça dépend des moments. Oui, effectivement, moi, je suis une personne qui est plutôt sociable. Ouais. J'ai une grosse batterie sociale. Et du coup, j'aime beaucoup voir du monde, être avec tout le monde. Et du coup, j'essaye au max de bouger. Là, c'est un peu plus dur parce que j'habite pas dans Paris, du coup, un peu plus loin. Donc, j'essaye, dès qu'on me propose des trucs, j'essaye d'y aller pour pouvoir rencontrer des gens, discuter. Je trouve ça trop bien. Et de rester quand même active socialement, d'aller voir des amis en sortant, d'aller faire des expos. Plus dur, pareil, qu'un enfant en bas âge, mais effectivement... j'essaye de pas rester toute seule dans mon coin. Et comme maintenant, de toute façon, un boulot, c'est sur mon iPad et mon téléphone. Le montage, comme j'ai mis YouTube plutôt en pause, j'ai des vidéos en cours, mais c'est beaucoup plus chill. Donc j'ai des journées de chill à la maison, enfin chill, où je suis devant l'ordi, je fais du montage, pyjama à lunettes, Hayat. Pareil. Mais j'ai des journées où c'est de la création de contenu, et ma création de contenu à la maison, c'est bon, j'ai fait le tour. Donc je prends mon sac, mes affaires, mon carnet, mon téléphone chargé, et j'y vais, quoi. Et je vais dehors. En fait, le fait aussi de faire du contenu, ça m'oblige à bouger pour aller filmer à l'extérieur de la maison, parce que moi, c'est ce que j'aime montrer sur mes réseaux. Et même sur le côté voyage, tout ça, à m'obliger d'aller dehors pour pouvoir faire ce type de contenu, et au final je suis trop contente, quoi. Il y a l'illustratrice qui fait beaucoup de vidéos YouTube, je sais pas si tu la connais. Oui. Qui a accepté aussi d'être dans ce podcast du coup. Donc il faut qu'on se cale une date. Et j'avais vu dans ses vidéos YouTube justement qu'elle disait qu'elle voulait plus sociabiliser, plus faire des contrats, etc. Parce qu'elle faisait beaucoup de ventes. Donc c'est pour ça que je lui ai proposé le projet et qu'elle était trop contente de le faire. Je pense qu'en fait, quand tu vois des gros comptes, tu te dis jamais ils vont me répondre ou jamais ils vont participer à ce genre de choses. Alors qu'en fait, ça reste un nombre d'abonnés, quoi. Des gens virtuels, Ouais. Tu peux tomber dans les invitations, mais c'est le pire qui peut t'arriver, quoi. Exactement. J'ai pas 36 000 messages par jour, donc quand j'en ai un, je réponds. Et quand on fait des invitations, des trucs comme ça, c'est quand même quelqu'un que je vois dans la vraie vie. Moi aussi, je suis toute seule à la maison, j'ai envie de rencontrer du monde, tu vois. Avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram, c'est juste des abonnés sur Instagram, c'est pas des gens que je vois tous les jours, donc c'est trop bien. Moi, j'aime. En tout cas, moi, quand on me propose des trucs, si je peux y aller et que ça peut concorder avec mon planning. Oui, je fais. Pareil, j'aime trop rencontrer des gens, etc. Et puis après, il y a tellement de conversations intéressantes. Et là, le monde est vraiment petit, parce que du coup, j'ai demandé à des personnes un peu partout en France, mais dans les grandes villes, parce que j'ai pas de voiture, donc il faut que ça soit accessible en train. J'ai contacté une fille sur Bordeaux, qui est illustratrice, et elle m'a dit OK, et elle m'a demandé avec qui elle sera, et je lui ai dit, je lui ai donné le nom de l'autre personne qui avait accepté à Bordeaux. Elle a fait OK. Qu'est-ce qui arrive? C'est ma coloc. Les deux, je les suivais depuis des années séparément. En fait, elles étaient en collègue. Non, mais c'est fou. Et la même chose, il y en a une autre à qui j'ai proposé et qui a accepté pour le mois prochain pour Paris. Et en fait, dans ses stories, je vois qu'elle était en vacances avec 3 personnes que je suivais aussi. Et je me dis, non, mais le monde est petit. En fait, tout le monde se regroupe et tout. Et ça fait des petites pulls créatives trop cool. Voilà. T'as des amis, toi, qui sont aussi illustratrices que tu vois régulièrement, ou alors t'as des potes qui font pas du tout les mêmes métiers? Alors, mon groupe d'amis proches, c'est graphisme. Du coup, les potes d'école, quoi. Ah oui, ok. Donc, qui sont restés quand même sur des métiers créatifs. Donc, c'est pas l'illustration, mais c'est trop cool de pouvoir voir ce qu'elles font. Il y en a en freelance, il y en a qui sont en agence, il y en a qui sont chez l'annonceur. Donc ça permet de garder un pied aussi dans différents univers autour de créa et de discuter de choses complètement différentes, hyper intéressant. Illustration, moins sur le jour. Après, sur Insta, oui, j'ai mes copines d'Insta, quoi. Celles avec qui on se suit depuis 2020, qui ont évolué aussi, qui sont en plus aujourd'hui comme moi, installées, maman, avec un quotidien qui est hyper similaire, où je regarde toutes les stories qu'elles font, elles regardent aussi, puis on s'envoie des messages. Donc, c'est pas des personnes que je vois en vrai, mais c'est mes copines virtuelles, quoi.
qui ont un profil hyper similaire au mien, avec qui je m'entends trop bien, que j'ai déjà vu une fois ou deux en vrai seulement, mais j'adore suivre sur les réseaux sociaux et avec qui je discute aussi, quoi. Bah là, on a monté un projet qui s'appelle du coup les Illupotes à Toulouse. Donc on a monté une boutique éphémère 100% d'illustration. Là, on est en train de travailler pour d'autres trucs dont je ne peux pas parler. Donc on est 3, mais on invite plein d'illustratrices à venir avec nous. Et pour l'instant, un illustrateur. À la fois, il postule pas, donc bon. Les mecs sont beaucoup plus solitaires. Oui, et puis plus dans le graphisme dans la 3D, j'ai l'impression que dans l'illustration, il y en a très peu dans l'illustration. Du coup, on invite du coup des illustratrices à participer à la boutique, participer aux événements, tout ça. Et du coup, j'ai proposé à plein d'illustrateurs que je suivais depuis des années, et puis la même chose, on se mettait des petits likes sur la story, juste on envoie 2-3 messages, mais on se connaît pas du tout. Et donc elles sont venues au vernissage, aux événements et tout, et c'était trop bien de mettre un visage, mais du coup un vrai visage, pas un visage de story, sur les personnes, de boire un verre avec elles et tout, et trop du bien, quoi. Non, mais c'est ça aussi qui est beau avec les réseaux sociaux, c'est des personnes que tu n'aurais jamais potentiellement peut-être croisées dans la vie réelle, dans la rue, parce qu'elles habitent à l'autre bout de la France des fois. Et du coup, ça permet de créer des contacts comme ça et de découvrir des parcours différents, des personnes différentes, mais avec qui tu matches hyper bien, et ça, c'est trop bien. C'est pour ça, moi, à l'époque, je proposais des cafés à Tire-Larigot. En 2020, j'avais continué, mais en vidéo, et je trouvais ça trop cool de pouvoir discuter avec des personnes hyper différentes. Tu matches, tant mieux, tu matches pas, c'est pas grave, et puis voilà, quoi, juste t'ouvres ton esprit, tous tes chakras, et on voit ce qui se passe, et il y a des personnes après qui continuent en plus, et après en plus, comme les personnes elles t'ont vu en vrai, tu les as vues en vrai, tu prêtes aussi beaucoup plus d'attention à ce que vont faire les personnes après, et c'est hyper enrichissant de suivre le parcours des gens, de voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils sortent quand ils sortent des nouvelles choses, au niveau artistique, comment ça te nourrit, vraiment c'est tout bénef. Et puis, moi, le nombre de contrats que j'ai eu grâce à des personnes que j'ai rencontrées, on est resté en contact, et en fait, en voyant une story, j'ai répondu à un truc qui a fait que j'ai eu un contrat avec vous. Bon, le meilleur moyen d'avoir des contrats, c'est vraiment le bouche à oreille au final. Bah là, j'ai travaillé pour une série récemment, pour faire le générique. J'ai adoré, mais vraiment, j'ai répondu à une story d'une fille où à l'époque j'étais photographe pour une troupe de théâtre bénévolement. Il m'avait payé en bière et je l'avais suivi. Et en fait, du coup, c'est la réalisatrice d'une meuf qui a fait du théâtre de machin. Et au final, voilà, j'étais à l'avant-première, j'ai rencontré les acteurs et tout. J'étais là genre, waouh, c'est vraiment genre être payé en bière il y a 5 ans, finalement, ça paye. On sait jamais où les opportunités comme ça peuvent nous mener. Et du coup, il y en a plein qui m'ont DM en disant mais comment t'as trouvé ce contrat? Et j'étais genre, alors franchement, vraiment, il y a de tout et n'importe quoi. Il y a ça, Malte, des fois ça a rapporté des contrats, des fois c'est Insta, des fois c'est le LinkedIn pas mis à jour depuis 2022. Bon, après, je trouve qu'effectivement, le fait de rester ancré dans la vraie vie, même quand on est sur les réseaux sociaux, d'aller voir du monde, discuter avec des gens, de toujours être sympa avec les gens, mais de garder contact. Vraiment, moi, j'hésite pas, quand je récupère un numéro d'un client ou quoi que ce soit, que la mission est terminée, de dire, bah voilà, je garde votre numéro, on reste en contact, si vous avez besoin. Même si un jour, vous voulez faire autre chose dans la créa et que vous avez juste besoin d'en parler à une illustratrice ou quelqu'un qui est dedans, vous m'appelez. Donc vous m'appelez, on en discute, il n'y a pas de souci, je reste dispo. Et ça permet qu'il y ait même des personnes qui ont un peu cette fibre aussi sociale et un peu commerciale, des fois de juste te rappeler pour une question, ça n'arrive pas souvent, mais qui pensent à toi. Parce que tu es la créatrice, entrepreneuse, la freelance créa, la freelance illustratrice, qui connaissent. Et du coup, ils te demandent à toi. Au lieu de demander à quelqu'un qui n'est pas dans le milieu, quoi. Bah oui, Et ça crée des liens et tout, et c'est hyper intéressant. La première chose dont je me suis rendu compte quand je me suis mis à mon compte, c'était qu'en fait, il fallait dire à plus de personnes possible qu'on faisait du freelance. Et comme ça, j'ai une collègue de taf qui m'a parlé à sa mère, qui a une pote, qui machin, et en fait, juste à en parler encore et encore, ça va dans les oreilles de tout le monde. Il y a bien une personne qui en a besoin, quoi. Il est 13h passées. C'est que du coup tu as un événement après, donc on va arriver sur la conclusion de ce podcast, et du coup je vais te poser du coup les 2 dernières questions sur lesquelles je conclue à chaque fois. Si ton style était une personne ou un personnage, qu'est-ce que ce serait? Sur le personnage, on m'a toujours dit que mon style était très enfantin. Alors pourtant que je fais pas forcément d'illustration jeunesse ni rien, mais je pense que c'est une personne, si c'était une personne,
Ce serait une personne quand même assez jeune, dynamique, colorée. Et ouais, toujours souriant. Après, exactement, je ne sais pas si j'ai plus de critères que ça. Tu peux, mais t'es pas obligé. Voilà, je sais sais pas. que c'est une question ultra complexe. Ouais, c'est très facile sans réfléchir avant. Et du coup, est-ce que tu as des recommandations à faire, des artistes à mettre en avant, ou même un film ou une série que tu aimes bien? J'ai le droit de mettre en avant une copine. Oui, bah bien sûr. Les copines illustratrices, comme tu me demandais, des personnes avec qui je discute depuis super longtemps, qui font du contenu qui est trop cool et avec qui je discute pas mal, c'est les billes noires. Qui fait des choses qui sont pas du tout noires. Donc pour le coup, c'est vraiment hyper coloré et c'est super joli ce qu'elle fait en illustration. Elle vend des affiches, des cartes à côté. Là, j'en ai pris pour la chambre de mon fils. Trop beau. Et elle essaye de faire du contenu qui soit un peu plus créatif avec des petits... en montrant justement qu'elle est créatrice et en donnant des petits DIY à faire, des choses à faire avec ses enfants, des trucs vraiment hyper chouettes. Et du coup, allez, j'ai envie de lui donner un petit coup de pouce parce que j'aime trop ce qu'elle fait et c'est trop bien. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à laisser un commentaire si ça vous a plu. J'espère que nos voix ont été agréables pour les personnes du coup qui nous écoutent sur Spotify. Et je vous dis du coup à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Salut! Salut!